Un vieillard de 80 ans, le père Coulet, vient de mourir à Clamart où il exerçait depuis plus de 40 ans les fonctions de cantonnier. Le malheureux ne se nourrissait depuis de longues années qu'avec les détritus de légumes qu'il ramassait sur des tas d'ordures. Lorsque le commissaire s'est rendu à son domicile pour constater le décès avec le médecin, il a découvert dans la paillasse du cantonnier quantité de billets de banque. En outre, plusieurs boîtes de conserve en fer-blanc étaient remplies de pièces de 20 francs. Un vase de nuit, depuis longtemps détourné de son usage, contenait plusieurs liasses de bons du trésor. C'est ainsi que la fortune de Coulet paraît s'élever à environ 40 000 francs. Un tigre à Meudon. Une chasse peu banale a été courue samedi dans les bois de Meudon. Échappé on ne sait de quelle ménagerie, un tigre jetait la terreur parmi les habitants de Clamart, Meudon et Fleury. Une escouade du génie détaché de l'école d'aérostation de Chalais procéda à une battue en règle, et le fauve, surpris dans les buissons, tomba sous une décharge générale. Eh ben dis donc. À la suite d'une altercation qui s'est déroulée à la Chambre des députés jeudi dernier, une rencontre avait été jugée inévitable entre Berthaud et Berthoula. C'est trop rigolo ça. Elle a eu lieu ce matin à 10 heures dans un champ sur le plateau de Châtillon, à proximité de Bicêtre et de la rue de Clamart. Monsieur Doumer, après les préparatifs nécessaires, indique aux deux adversaires leurs places respectives et, sur son commandement, deux balles sont échangées sans résultat. Les adversaires ne se sont pas réconciliés sur le terrain. Un chat enragé a fait irruption hier après-midi dans le bureau de poste de Clamart. Les employés ont eu beaucoup de peine à se défaire du terrible animal qui a blessé légèrement deux d'entre eux. Bon, en même temps, ce n'était pas un tigre. Un ouvrier carrier, Prudent François-Sylvestre Bourdin, âgé de 51 ans, habitant depuis peu à Clamart, a été trouvé mort hier matin devant la porte de sa maisonnette. Le malheureux avait la tête dans une cuve d'eau. Il était mort asphyxié. L'ouvrier demeurait avec sa femme 6 rue Parmentier à Malakoff il y a 6 ou 7 semaines, mais à la suite de discussions, les époux s'étaient séparés. Madame Isabelle Seigne, 34 ans, demeurant 34 rue Chef-de-Ville, regagnait hier son domicile. Comme elle passait rue de Clamart, elle fut tout à coup entourée par 4 individus qui la renversèrent sur le sol, la piétinèrent et lui dérobèrent son réticule contenant son porte-monnaie et une somme de 200 francs. Un passant, M. d'Abremont, témoin de ces faits, voulut s'interposer, mais il fut mis en joue par les Apaches armés de leurs revolvers et ne dut son salut qu'à une fuite précipitée. Depuis quelques jours comme à Paris, l'état sanitaire de la banlieue sud-ouest laisse fortement à désirer. Une épidémie de fièvre typhoïde s'est déclarée et sévit tout particulièrement à Clamart, où de nombreux cas ont été constatés. Quelques-uns de ces cas ont été malheureusement mortels. Toutes les précautions d'usage ont été immédiatement prises. Les habitants des communes contaminées sont invités à faire bouillir l'eau qui sert aux usages domestiques. Maintenant, une petite page de réclame. Fais voir. Qu'est-ce que c'est que ce ticket? Un ticket de pesée? Oh, mais dis donc, tu as encore pris 1 kilo? Oh, ce n'est pas bien grave. Je vais faire une petite cure de boldoflorine et Maline reviendra. Une cure de boldoflorine? Cette même boldoflorine qui m'a fait tant de bien lors de ma crise de foie? Mais oui, rien ne vaut la boldoflorine. Une tasse de boldoflorine après le repas soulage le foie, élimine les graisses. Ça, c'est vrai. Et tu sais qu'un foie en bon état signifie une digestion facile et une bonne santé. Et puis, c'est très agréable à boire, la boldoflorine. Pense donc à m'en acheter. Votre pharmacien vend la boldoflorine. La boldoflorine, la bonne tisane pour le foie. La boldoflorine, la bonne tisane pour le foie. Une tasse de boldoflorine après les repas soulage le foie et rafraîchit l'intestin. Après la boldoflorine qui soigne le foie, une guérison à Lourdes.
Une cérémonie bien touchante a eu lieu dimanche 23 à Clamart, banlieue de Paris. Cette localité avait été profondément émue au retour du pèlerinage national de Lourdes par la guérison comme foudroyante de la jeune mademoiselle Geneviève Autreux. Cet enfant gravement malade depuis 4 ans et qui depuis 4 mois ne pouvait faire aucun mouvement avait été porté à Lourdes dans une caisse. Bon, quelle drôle d'idée. J'espère qu'elle était bien emballée. Bon, enfin bref. Après la procession du 22 août, elle se leva pleine de santé. La guérison s'étant parfaitement maintenue, la paroisse avait voulu organiser avec splendeur une fête d'action de grâce et ériger une statue de Notre-Dame de Lourdes. L'église était toute tendue de blanc, un nombreux clergé était présent. Monsieur le chanoine Pousset, curé archiprêtre de Notre-Dame de Paris, rappela en termes émus la faveur dont Clamart avait été favorisée et bénit la statue de Notre-Dame de Lourdes. La miraculée, entourée de sa famille et de ses amis, était là comme un témoignage vivant de sa résurrection. L'Église ne pouvait contenir la foule et le souvenir de cette journée restera profondément gravé dans les cœurs. Les enfants du Petit Clamart, dont la population est d'environ 700 habitants et qui dépend administrativement de la commune de Clamart, située à environ 4 km, sont obligés tous les jours et par tous les temps pour se rendre à l'école de faire près de 10 km. Le trajet aller-retour est dur pour eux dans la belle saison, mais en hiver c'est une véritable souffrance que bon nombre de parents ne veulent pas leur imposer. Ce n'est pas merveille que le Petit Clamart tienne le record pour la région parisienne du nombre d'illettrés. Qui veut la fin veut les moyens. La municipalité a voté les crédits nécessaires pour la construction du bâtiment scolaire dans sa lointaine dépendance. Qu'attend donc l'administration préfectorale, tatillonne et paparassière comme toutes nos administrations, pour que cette décision soit au plus tôt un fait accompli? Les familles du Petit Clamart ont-elles, oui ou non, l'espoir, seulement l'espoir, que les écoles auxquelles elles ont droit seront construites pour la rentrée d'octobre? On retrouve la tête de l'homme coupé en morceaux. Burger et la femme Jobin ont été conduites vendredi après-midi dans les bois de Clamart où, comme on le sait, ils affirmèrent avoir enterré la tête et une jambe de la victime. Après quelques minutes de recherche, la femme Jobin s'arrêta devant un petit tertre entouré d'une petite excavation. « C'est là, dit-elle simplement. Le fossoyeur de Clamart, requis par la justice, commença alors à fouiller la terre. Arrivé à une profondeur de 50 centimètres environ, il retira la tête du malheureux Jobin. En continuant à piocher, il mit à jour le fémur sur lequel on relevait encore nettement les traces de scie. Les lugubres débris furent placés dans une boîte et les assassins furent ramenés à Paris et conduits dans le cabinet de M. Warin, qui leur fit subir l'interrogatoire d'identité. Tous deux ont confirmé les aveux qu'ils avaient faits à Toul. Dans la soirée, Burger a été écroué à la prison de la Santé et la femme Jobin à Saint-Lazare. Tragique accident d'avion survenu le 31 août au Petit Clamart, à proximité de l'école Morane-Saunier. 2 témoins qui travaillaient à une pépinière non loin de la briqueterie de Villacoublay, à 400 mètres de l'école, aperçurent 2 avions volant assez doucement à environ 150 mètres du sol et qui se dirigeaient l'un contre l'autre. Aussitôt le choc se produisit. Les 2 avions se heurtèrent par leurs ailes droites, celui de M. Pinel étant légèrement en dessous de l'autre. Ce dernier appareil se cabra et tomba en spirale. À 7 mètres du sol, il rencontra la ligne haute tension 12 000 volts et immédiatement prit feu et vint s'écraser aux pieds des 2 témoins. L'aviateur a péri carbonisé. Quant à l'autre appareil, le moniteur Storm, qui avait repris les commandes, fut assez adroit pour le ramener au terrain malgré la déchirure de l'aile droite. Le 27 décembre dernier, dans la loge du concierge, un locataire, André Laville, ancien chef des travaux pratiques de l'École nationale supérieure des mines, âgé de 73 ans, en voulant apaiser une querelle de ménage, tua accidentellement avec un sabre japonais
Le concierge, monsieur Bourdon. Le Watman, René Gouet-Maher, préposé au tramway ligne 89, accompagné du receveur Besson, était allé prendre un café dans un bar, abandonnant quelques instants son tramway libre de voyageurs. Or, par suite de la déclivité de la rue de Paris, le tramway abandonné se mit à descendre à la dérive, la rue en pente et à tamponner à 200 mètres de son point de départ un autre tramway de la ligne 89, conduit par le Watman Le Thèse et qui était bondé de voyageurs. La collision fut terrible. Le Watman Le Thèse eut le bras cassé et il y eut 23 voyageurs blessés. Alors, la liste des principaux blessés: Théophile Juliot, 1 rue de l'Église à Clamart, Barbier, 26 avenue du Progrès, qui tous deux eurent de graves contusions à la poitrine et ont été conduits par l'autobus Petit Clamart à l'hospice des Petits Ménagers. Raymond Lardy, 49 rue de Sèvres et l'Aîné, 7 rue Chef de Ville à Clamart, Olga Juliot, 13 bis rue de Trozy, Jean-Baptiste, 12 rue de Trozy, Burier, 1 sentier des Galvans, Alphonse Amblard, 95 rue de Chalais-au-Plessis, Mesdames Millot, Aline et Louise Bironnet, 7 rue d'Église, Blanche Thibault, 30 rue de Paris, etc. C'était hier la célébration des noces de nièvement de monsieur et de madame Coche. Monsieur Coche, né le 3 février 1858, a travaillé pendant 40 années dans la verrerie, dont 32 à la cristallerie de Sèvres. En reconnaissance, il eut droit à la médaille de travail, sans pension naturellement. Depuis 1909, monsieur et madame Coche tiennent à Clamart une petite épicerie bien modeste. La vie de monsieur Coche fut faite d'action. Il fut toujours fidèle au parti d'avant-garde et sympathisant à notre parti communiste depuis 1920. Cette vie de travail, d'honnêteté et de lutte est un exemple. Notre ami de Saint-Étienne, maire de Clamart, que l'on peut reconnaître parmi les membres de cette jolie famille française, assurait hier monsieur et madame Coche de toute notre sympathie. Un incendie qui s'est déclaré jeudi vers midi dans les bois de Clamart au lieu-dit le Tapis Vert a ravagé 3 hectares de taillis. L'origine de l'incendie, qui avait été conjuré avant de prendre de graves proportions, n'a pu être établie par les enquêteurs. Pour l'année 1935, plusieurs prix de vertu ont été attribués par l'Académie française, dont les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul du Petit Clamart, qui se sont dévouées avec un zèle splendide aux enfants du lotissement de la banlieue. Là où il n'y avait que des enfants errants dans la boue du plateau ou dans les bois voisins, elles ont peu à peu réuni tous ces petits qui vagabondaient au hasard et elles ont fait construire un modeste local. Elles ont organisé des jeux, une bibliothèque, des apprentissages, des travaux manuels. Elles donnent quelques leçons, des conseils, elles exercent une bienfaisante influence morale et sont arrivées à grouper autour d'elles toute une jeunesse qui est, grâce à elles, moins malheureuse. Clamart fut longtemps désigné sous le nom de Clamart-le-Vignoble. En 1789, presque tous ses habitants, hommes et femmes, travaillaient dans les vignes et dans les jardins des seigneurs. Le vin récolté sur le territoire jouissait à cette époque d'une certaine réputation. La cour s'approvisionnait en vin de la côte du Moulin. Les couvents l'emmagasinaient en grande partie. Le reste était vendu au commerce par les propriétaires de vignes. Après la Révolution, le vignoble de Clamart est resté rural et sans grand changement jusqu'à la guerre de 1870. Certains citent des vignerons récoltant 40 à 60 pièces d'un petit vin clairet, sec, genre d'Argenteuil. D'après le plus vieux cultivateur actuel, le père Besseron, le meunier noir et le meunier blanc, puis le noireau constituaient les cépages cultivés. Vers 1840, on planta la Madeleine, qui se vendit comme raisin de table, puis, plus tard, le Gamay d'Argenteuil prit place dans le vignoble et fournit des vins qui, en certaines années, tiraient jusqu'à 10 degrés. Peu à peu, la vigne à vin de Gamay fit place à la vigne dite Madeleine, ou Mourignon noir,
dont le raisin était de vente plus facile sur le carreau des halles. Je suis sous. Les révélations sensationnelles de Jeanne Cesnec, meurtrière de son monstrueux mari, sont décisives. Celui-ci, le R, a été au moins le complice du meurtre de Quémener commis en 1923. Mais il y a plus. L'assassinat de Quémener n'est pas un crime crapuleux. La haute police politique de l'époque y est même mêlée. Et il paraît prouvé que Quémener a été abattu sur ordre du gouvernement Poincaré. Nous nous sommes rendus hier après-midi, 22 rue des Quatre Frères Peignot, dans le 15e arrondissement, à l'ancien domicile de l'ER. C'est monsieur Latour, tailleur, qui nous a reçus. Quand l'ER a déménagé pour aller à Clamart, nous a-t-il déclaré, on a retrouvé un tibia dans sa cave. Le tibia, je l'ai vu, je m'en souviens très bien. Les fouilles qui vont être incessamment entreprises dans cette cave vont-elles amener la découverte des restes de Quémener ? C'est possible, encore qu'il semble bien que le R s'en soit débarrassé avant son départ. À Clamart, route du Pavé Blanc, il ne semble pas non plus qu'il faille attendre des découvertes sensationnelles. Le R et sa femme habitaient dans cette rue une maisonnette d'aspect plus que modeste, dans laquelle cependant ils avaient fait installer le téléphone. Et Dieu sait si par moments ce téléphone marchait, nous a dit la voisine. Je me demande bien à qui cet individu qui ne travaillait pas pouvait téléphoner si souvent. Le R a toujours intrigué son voisinage, y compris les gendarmes. L'un d'eux, le gendarme Réal de Clamart, avait voulu quelque temps après la libération s'occuper de ce personnage équivoque aux ressources inconnues, mais il a été déplacé. À Clamart, le R avait peu de relations. Son meilleur ami était Bernard Hubert, condamné en 1944 à mort, puis gracié, membre de la Gestapo française de Bonny. Bonny. C'est déjà Bonny qu'on trouve en 1924, acharné à la perte de Cesnec. C'est Bonny qui fabrique les faux documents qui devaient conduire Cesnec au bagne. C'est Bonny qui falsifie la fiche anthropométrique de Cesnec. C'est son homme de main Georges Hénaud, dit Jojo la Terreur, qui est le principal témoin à charge au procès. C'est son indicateur François Leher qui vient faire à la barre une déposition à décharge que Bonny est prêt d'avance à réfuter pour confondre en même temps toute la défense. L'affaire était bien montée. Cesnec ne pouvait pas s'en sortir. La clé de l'affaire Cesnec, c'est l'histoire des Cadillacs, nous a déclaré l'autre jour le juge d'instruction Hervé Aguindon. Dès lors, les choses apparaissent très simples. Les opérations de rachat des Cadillacs qu'effectuait Quémener dans toute la France pour le compte de la Chambre de commerce américaine située en France indisposaient les antisoviétiques forcenés du gouvernement Poincaré de l'époque. Ces voitures devaient en effet être revendues à l'Union soviétique. Il fallait mettre fin à ces opérations en supprimant le commanditaire du trust, Pierre Quémener. Pierre Bonny est né le 25 janvier 1895 à Bordeaux et a été fusillé le 26 décembre 1944 au fort de Montrouge lors de l'épuration. Alors c'était un policier français devenu célèbre durant l'entre-deux-guerres. Au sein de la Sûreté Générale, son nom est d'abord associé à de retentissantes affaires criminelles et politico-financières, dont beaucoup ont été oubliés depuis, tandis que d'autres, telles que les affaires Cesnec, Stavisky et Prince, ont marqué les mémoires. Petite récréation.
a constaté hier matin à l'ouverture des bureaux de la Caisse de sécurité sociale 160 rue Jean Jaurès à Clamart que le coffre-fort avait été percé et que les 60 000 francs qu'il contenait volés. On pense que les cambrioleurs se sont laissés enfermer dans les locaux et qu'ils se sont enfuis par la cave. Dans un modeste pavillon de Clamart, un cambrioleur a sauvagement tué à coups de poing et de pied, la nuit du réveillon, une vieille femme de 68 ans chez qui il s'était introduit pour voler. Il était 1h30 du matin quand un couple, Louis Klutzmann, 23 ans, et sa femme Marie, 24 ans, décidèrent de pénétrer chez Madame veuve Louise Roff, 68 ans, retraitée qui habitait un petit logement au premier étage d'une maisonnette, 198 avenue Victor Hugo. Les malfaiteurs, après avoir traversé 2 jardins et franchi un mur de plus de 2 mètres, s'approchèrent à pas de loup du pavillon qu'ils croyaient vide de ses occupants. Tandis que la femme dehors faisait le guet, l'homme entra dans la maison et furtivement dans l'obscurité gravit l'escalier qui le menait au premier étage. Mais à peine le voleur avait-il posé la main sur la poignée de la porte qu'une exclamation angoissée retentit. « Qui va là ?» Puis un cri d'effroi. « Au secours !» Madame Roff, en toilette de nuit, avait donné la lumière et appelé à l'aide. Surpris par cette présence inattendue, le bandit se jeta sur la vieille femme dont il tenta d'étouffer les cris. Ne pouvant y parvenir, il frappa. Il frappa à coups de poing d'abord, puis il s'acharna à coups de pied sur la tête de la malheureuse, car il ne pouvait la faire taire. Cette scène de sauvagerie inouïe dura plus de 10 minutes. Ce n'est que lorsque sa victime, pantelante, ne put même plus gémir que l'odieux individu, les membres et les vêtements maculés de sang, déroba quelques bijoux et prit la fuite. Mais, en franchissant à nouveau le mur, sa complice tomba malencontreusement et se tordit la cheville. Attirés par le cri de douleur jeté par la jeune femme, les passants qui rentraient chez eux après avoir réveillonné voulurent lui porter secours. L'attitude embarrassée du couple et les vêtements ensanglantés de l'homme éveillèrent des soupçons. Des plaintes émanant du logement de Madame Roff devaient entre-temps alerter des voisins qui, découvrant la sexagénaire le visage horriblement tuméfié, avisèrent à leur tour la police. Une ronde d'agents aboutissait peu après à l'arrestation du meurtrier qui, 3 heures plus tard, au commissariat de Vanves, devait apprendre que sa victime venait de succomber à l'hôpital Corentin-Selton où elle avait été transportée. « J'avais besoin d'argent, mais je ne voulais pas la tuer », a reconnu l'assassin qui a reconnu son forfait et a été écroué ainsi que sa femme. Décès mystérieux du bébé Marie-Christine, rue Danton à Clamart. C'est au Petit Clamart, dans l'appartement qu'occupe au 2e étage du 245 avenue de la Libération, André Coste, aide-mécanicien au garage municipal de la mairie de Clamart, que nous avons pu joindre hier soir Daniel Colos. L'ex-infirmière, jeune et jolie femme de 27 ans, aux yeux vifs et aux cheveux châtains foncés, ramassés sur la nuque en un chignon coquet, semble très fatiguée. Depuis la mort de Marie-Christine, nous dit-elle, je souffre d'une forte dépression nerveuse, j'aimais tant cet enfant. Mademoiselle Colos ajoute, après un silence lourd de lassitude, au quai des Orfèvres, l'inspecteur principal Joly m'a déclaré vous êtes hors de cause. Ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai déjà dit aux policiers qui m'ont interrogé il y a 8 jours et c'est toute la vérité. Tout a commencé au début de juin dernier, le 2 ou le 3, je crois. Vous le savez sans doute, à l'époque j'étais en ménage avec Guy Guieux, dans le pavillon de ses parents, 9 rue Danton au Petit Clamart. Cette situation a duré 5 ans. 5 longues années que j'ai passées à attendre le mariage que Guy m'avait promis. Je ne m'entendais plus avec lui, ni avec mes futurs beaux-parents. Donc, au début de juin, un homme se présenta au pavillon des Gueux. Je viens, dit-il, de la part de mademoiselle Duponceau, directrice de l'œuvre des gares, avenue Michel Bizot. Je me nomme Stéphanie. Voulez-vous prendre en nourrice ma nièce ? Ma sœur vient d'accoucher dans une clinique de Paris. Nous devons repartir incessamment pour Chypre, où nous vivons tous deux. Le visiteur, un homme assez grand, très fort et très brun, âgé d'une 40aine d'années, souriait en nous parlant. Il s'explique assez correctement en français, bien qu'il eût un accent étranger. Je suis moi-même père de famille, nous confiait-il. J'ai 2 garçons et une grande fille. L'infirmière,
Danielle Colos accepta la garde de l'enfant et le 12 juin, elle alla chercher le bébé accompagnée d'une mystérieuse chypriote dans une clinique située 4 bis rue de Lyon. La sage-femme lui mit Marie-Christine qui n'avait que 10 jours dans les bras. L'accouchée, que l'homme appelait familièrement Fofo, semblait avoir à peine 21 ans, reprend mademoiselle Colos. Grande et mince sous ses couvertures, elle pleurait doucement lorsque nous quittâmes la pièce. À notre retour au Petit Clamart, l'homme me recommanda de lui écrire souvent boîte postale 10 à Nicosia dans l'île de Chypre et de parler de la petite fille comme si elle était ma propre enfant. Quelques jours plus tard, le couple vint faire ses adieux à Marie-Christine et il me laissait 60 000 francs. Selon mademoiselle Colos, l'oncle du bébé était très probablement son père et la jeune femme avait fait le voyage exprès pour accoucher clandestinement à Paris. Marie-Christine était menue. 2 grands yeux éclairaient son visage, mais elle se portait bien. Pas une seule fois l'infirmière qui s'occupait de 2 autres nourrissons n'eut à appeler le médecin. Mademoiselle Colos écrivit 3 ou 4 fois à son singulier client, ainsi qu'elle le lui avait promis. C'est le 25 juillet, alors qu'elle allait sur ses 2 mois, que Marie-Christine mourut, au moment où sa nourrice s'apprêtait à lui donner son 2e biberon de la matinée. « J'ai trouvé l'enfant toute bleue, nous a dit mademoiselle Colos, la bouche ouverte et les yeux révulsés. Déjà, elle ne respirait plus. » La jeune femme fit expédier immédiatement un télégramme au prétendu oncle du malheureux bébé. Il n'y eut pas de réponse. Le jour de l'enterrement, le 4 août, l'infirmière reçut une simple carte postale qui ne tenait pas compte de la triste nouvelle. Puis une lettre arriva de Chypre. L'expéditeur, tout en s'inquiétant pour la forme des circonstances de la mort de Marie-Christine, réclamait à mademoiselle Colas le solde de l'argent versé. Quelques mots banals faisaient état du lourd chagrin dont le correspondant s'était à présent remis. Cette lettre m'indigna et surtout me bouleversa, nous dit l'infirmière, d'autant plus que je venais de vivre une affreuse semaine. Envoyé par la mairie de Clamart pour constater le décès, le docteur Dupré avait conclu à une mort naturelle pour une cause inconnue. Néanmoins, le 28 juillet, d'accord avec lui et les gueux, je me décidai à réclamer l'autopsie du corps. La petite dépouille resta une dizaine de jours à l'institut médico-légal. Mais dans l'intervalle, l'infirmière eut d'étranges révélations sur l'identité de la petite fille. Guy Gueux, en demandant l'acte de naissance du bébé à la mairie du 12e, apprit que l'enfant avait été déclaré sous le nom de Marie-Christine Grèce. Et à la clinique, mademoiselle Colos apprit de son côté que la mystérieuse accouchée se nommait en réalité Blanche Evaliotti. Je ne sus que penser. On préleva à la morgue les viscères de Marie-Christine, dont les obsèques eurent lieu au début du mois d'août. Vous connaissez comme moi les résultats de l'analyse. Pourtant, jamais je n'ai eu l'occasion d'administrer du cardinal ou de l'alcool éthylique à Marie-Christine. Il n'y a jamais eu de pareil produit rue Danton. On veut maintenant procéder à une contre-expertise des viscères. Mais a-t-on bien analysé ceux de Marie-Christine? Pour moi, on s'est trompé. Et dans ce cas, toutes les contre-expertises ne pourraient que confirmer le premier résultat. L'empoisonnement par ingestion de barbiturique et d'alcool éthylique. Rue Danton, nous avons rendu visite à madame Dieu, mère. Nous avons vu la salle à manger où est morte la petite Marie-Christine. Une pièce meublée sobrement. Sur le petit pavillon campagnard, la neige tombe à légers flocons. Notre hôtesse nous dit, mademoiselle Colos, je dois le dire quels que soient les dissentiments qui nous ont séparés, adorait les enfants confiés à sa garde, et tout particulièrement la pauvre Marie-Christine. Elle l'aimait autant que sa propre fille Annie Morissette, qui aujourd'hui a 5 ans et demi. Et madame Guilleux devait entre nous préciser que l'infortunée Marie-Christine reposait dans le caveau de famille au cimetière d'Ivry. L'enquête conclura à une mort naturelle. Je me rappelle dans le temps que, quand j'étais petite, qu'on ne gaspillait rien. Ni l'eau, ni le savon, ni la lumière. C'est vrai, mère Denis, nos grands-mères n'aimaient pas le gaspillage, et elles avaient raison. Aussi, chez Vedette, nous avons conçu une machine à laver qui utilise juste ce qu'il faut d'eau et juste ce qu'il faut d'électricité, tout en respectant la tradition des bons lavages. Vedette mérite votre confiance. Ça, c'est vrai, ça. Vedette. Dimanche, 21h, place de la mairie, sous la pluie, la fête foraine de Clamart continue de tourner malgré le mauvais temps. Baissant la tête,
André marche entre les baraques dans son imperméable limé. Depuis des mois, il n'a pas de travail. Sa mère, impotente, ne peut plus apporter d'argent dans la misérable pièce où, depuis longtemps, on ne mange plus à sa faim. Pièce à pièce, les maigres économies sont parties. Ce soir, André est désespéré. Il a décidé de se tuer. Fébrilement, il froisse son dernier billet de 50 francs en s'approchant d'un stand de tir. Il n'a pu ni acheter ni emprunter d'armes. Cruelle dérision du sort, il se tuera avec celles qui servent aux autres à s'amuser. Madame Pouillet, la jeune fille qui tient le stand, n'a pas eu le temps d'esquiver le moindre geste. 2 coups sont partis, mais André a tremblé et, l'épaule en sang, il fuit maintenant sous la pluie, dans la foire presque déserte mais encore tout illuminée. Des agents ont été alertés. Après une courte poursuite, André rejoint à l'angle des rues de Meudon et du Faux, à quelques 200 mètres de la place de la mairie. C'est un adolescent secoué de sanglots que les policiers emmenèrent à l'hôpital Corentin-Selton. Pleurant toujours, il crie « Laissez-moi, laissez-moi, j'ai fait une blague, je ne recommencerai plus ». Après des soins reçus et une nuit de sommeil très agitée, André a expliqué son acte en quelques mots aux enquêteurs qui le pressaient de questions. Pas de travail et une mère infirme dont je suis le seul soutien. J'avais le cafard. Dans quelques jours, André quittera l'hôpital. Puisse-t-il n'avoir plus de motif de recommencer. Malheureusement, André Lefebvre, qui était plombier de métier, réussira à se tuer quelques jours plus tard en se jetant sous les roues de métropole de Versailles. Oh là là, quelle triste histoire. Réclame pour décompresser. Avant, j'étais moche. Ma vie était un enfer. Je l'ai rencontré, il a tout changé. J'exfourre. D'une main, je vaporise. Ça m'abuse. Un coup d'éponge, c'est propre. J'exfourre, il agit à fond. C'est chouette, la vie. Madame Julliot, 8 rue du Pavé Blanc, au Petit Clamart, était allée faire des courses le 3 mars dans la matinée. Elle avait pris avec elle sa fillette Claudette de 3 ans, son autre fille Christiane 1 an était demeurée dans son berceau. Quand la mère rentra, elle constata que le bébé avait été frappé. Traces de coups étaient apparents à la tête, un œil était unifié. En outre, les fils de l'appareil TSF avaient été arrachés. Était-ce l'œuvre d'un fou? Une information judiciaire a été ouverte contre X pour coups à enfants et violation de domicile. Cette étrange affaire remonte au 15 mars dernier. Dans un paisible immeuble de 2 étages, 8 route du Pavé Blanc, Monsieur et Madame Julliot et leurs 2 fillettes, Claudette 3 ans et Christiane 14 mois, occupent depuis 2 ans et demi un logement de 2 pièces agréablement meublé. Monsieur Julliot, mécanicien à l'aéroport d'Orly, passe parfois la nuit dans les hangars de l'aérodrome. Le 15 mars à 17h, le mécanicien rentra chez lui et joua avec ses 2 enfants. 1 heure après, accompagné de son épouse et de la jeune Claudette, il descendit faire quelques courses. La petite Christiane s'amusait avec une poupée de caoutchouc dans son berceau. Comme elle ne comptait s'absenter que quelques minutes, Madame Marcel Julliot se contenta de tirer sa porte sans la fermer à clé. Un quart d'heure plus tard, lorsque les parents revinrent, ils entendirent de l'escalier leur enfant qui poussait de véritables hurlements. Madame Julliot se précipita dans la chambre. La petite Christiane portait des traces de coups violents sur toute la tête. L'œil gauche, tuméfié, était complètement fermé. Les 2 joues étaient toutes rouges et les oreilles du pauvre bébé avaient doublé de volume. Le médecin de famille, immédiatement alerté, dut recourir à la pénicilline. Christiane, de santé fragile, elle avait eu au début du mois de novembre 1950 une méningite, avait 41 de fièvre. Monsieur Julliot devait, peu après, s'apercevoir que le ballon en caoutchouc de Claudette avait été crevé et le poste de TSF saboté. Certains fils avaient été coupés et on avait brisé une lampe. Les gendarmes du Petit Clamart, alertés par le jeune couple, ouvrirent une enquête. Pendant 4 heures, ils interrogèrent une voisine, mère de 4 enfants. L'attitude et le comportement de cette femme leur avaient en effet paru bizarres. Madame, d'une jalousie féroce, poursuivait depuis toujours Madame Julliot de ses sarcasmes, l'abreuvant d'injures à travers la cloison qui sépare les 2 appartements parce qu'elle convoitait les 2 pièces habitées par les époux Julliot. Les gendarmes découvrirent également que Madame S. s'enivrait souvent en absence de son mari. Il y a quelques mois, avant que la brouille ne surgît entre les 2 femmes, Madame Julliot avait trouvé chez Madame S. petite Claudette qui titubait et vomissait.
La pauvre gamine avait été saoulée. Interrogée par les enquêteurs, Madame S. a nié avoir battu la jeune Christiane. Toutefois, quelques contradictions avaient été relevées dans ses déclarations. Nous nous sommes rendus ce matin chez le jeune couple. Le bébé assis dans son berceau nous a gratifiés d'un joli sourire. Mais Madame Julliot devait nous préciser aussitôt. Il n'en est pas de même quand il s'agit d'une femme. Cricri, maintenant, dès qu'elle aperçoit une dame, se met à hurler et à pleurer. Pourquoi ? Certainement parce que l'auteur des coups est bien une femme. Mais qui est cette femme ? Madame S, répondent les parents. Sur plainte de ceux-ci, Monsieur Joly, juge d'instruction, a ouvert une information contre X. On prête au magistrat l'intention de procéder dans quelques jours à une confrontation de toutes les personnes du quartier avec lesquelles Madame Joly était en contact. Une confrontation qui pourrait bien donner la solution de cette énigme. Ce qu'espère tout le petit Clamart. Des chagrins sans raison, tu croiseras aussi la trahison, tu entendras leurs paroles à foison, et parfois même jusqu'à la déraison. Tu verras la bassesse, l'impudeur, tu croiseras aussi l'agression, et tu verras des micros tendus vers des femmes et des enfants nus. Puisses-tu vivre, continuer, puisses-tu aimer, continuer, puisses-tu puiser un peu trop dans le puits de tes nuits. Puisses-tu sourire et même rire quand le pire est à venir. Puisses-tu vivre, continuer sans sourciller, aimer. C'était vraiment très intéressant. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours.